Donc du coup, le quorum est très largement atteint puisque nous avons l'intégralité des membres du conseil municipal présents. Je vais demander, il faut que je nomme une secrétaire de séance à Mme Bento si elle veut bien être secrétaire de séance. Merci Mme Bento. Je vais vous relire les points à l'ordre du jour du conseil municipal du 25 janvier. Avant, il faut approuver l'ancien conseil que je vais vous faire passer. Merci. Alors, sur le conseil municipal du 14 décembre, le point 1 concernait l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57. Le point 2, dépenses d'investissement 2021, engagement, liquidation et mandatement avec le vote du budget. Le point 3, la convention de fourniture de repas en restauration collective avec le CIRE. Le point 4, création et suppression de postes non permanents d'adjoints d'animation à temps non complet pour l'encadrement périscolaire de la pause méridienne. Le point 5, l'approbation d'une convention avec le Centre interdépartemental de gestion pour des missions de remplacement. Le point 6, la création d'une réserve communale de sécurité civile. Le point 7, modification des tarifs pour les locations de matériel technique. Et le point 8, modification des tarifs des photocopies pour le public. Y a-t-il des questions, des demandes de modification sur ce procès-verbal? C'est parfait. Du coup, on va vous le faire passer pour signature. Donc vous signez à la dernière page, comme d'habitude. En ce qui concerne ce conseil municipal, je vous lis l'ordre du jour. Point 1, modification du tableau des effectifs pour la création d'un poste d'attaché principal territorial. Point 2, modification du tableau des effectifs, création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants. Point 3, modification du tableau des effectifs pour la création d'un poste d'ingénieur principal territorial. Point 4, mise en place du RIFSEP pour les cadres d'emploi des ingénieurs et techniciens. Point 5, avis du conseil municipal sur le projet de pacte de gouvernance entre la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et ses communes membres. Et enfin, point 6, approbation du compte-rendu annuel et financier de la ZAC des Fontaines années 2019 et 2020, puisque dans le cadre de la Covid-19, le compte-rendu 2019 n'a pas pu être voté, avec notamment les dernières échéances municipales. Ensuite, nous aborderons les quelques questions de la minorité envoyées par mail ce week-end. Merci. Avant de laisser la parole au rapporteur de la première délibération, en la personne de M. Arnaud Padeloup, je voulais répondre à une remarque préalable de la minorité quant aux questions diverses. En effet, les questions diverses doivent être posées par mail 48 heures à l'avance. Par contre, les questions du ressort du point à l'ordre du jour, vous pouvez les poser, et vous êtes même encouragé, comme la majorité, à les poser en cours de séance. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement intérieur. Bien évidemment, il est aussi écrit dans le règlement intérieur que ce n'est pas des tribunes politiques les questions. C'est des questions que nous n'aurions pas vues lors de commission, puisque tout ce qui passe en conseil passe en commission. D'accord, ok. Non, parce que dans le règlement intérieur, j'avais cru lire que des questions orales devaient faire l'objet d'une présentation par écrit. Donc, uniquement. Des questions orales par écrit, ça m'avait un petit peu surpris. D'accord, non, c'était les questions orales par écrit uniquement en ce qui concerne les points divers. D'accord. Merci de cette précision. Du coup, Monsieur Padeloup, je vous laisse rapporter le... Ah pardon, avant j'avais une décision du maire à vous communiquer. Si je peux avoir, c'est le... Non, la note de synthèse. Ça me suffira. Voilà. Décision du maire numéro 2020-13 du 8 décembre 2020 portant avenant numéro 5 au marché de ménage 2017 ST/03 pour un montant de 133 793,33 € hors taxe, soit 160 551,99 € TTC. Ça a été joint en pièces 1, 2 et 3, accompagné de la note de synthèse. Il s'avère que suite à la Covid-19, je pense que tout le monde en a conscience, il a fallu renforcer les besoins de ménage. Pour citer un exemple,
Dans le marché de ménage initial, il était exigé aux prestataires de ménage de nettoyer les sols des écoles une fois par semaine. Dans le cadre du protocole sanitaire, nous sommes dans l'obligation non plus de nettoyer, mais de désinfecter l'intégralité des sols tous les soirs. Donc il est évident que nous avons dû avenanter le marché initial de ménage. Voilà. Oui, prenez le micro, c'est important, monsieur Adichan. Je voulais savoir, il y a eu un avenant aussi pour le centre de loisirs aussi, non? Pour le ménage. Comme c'est la même société, l'avenant concerne tout l'ensemble. Tout l'ensemble. Ok, d'accord. Merci. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Eh bien, bonsoir à tous les membres du conseil municipal et au public qui nous suit, qui appréciera, je l'espère, cette mise à l'essai d'un nouveau prestataire pour la retransmission des conseils municipaux. J'espère que ça conviendra à tout le monde et que le format et la qualité seront satisfaisants. En préambule, et donc pour le point 1, comme vous le savez, pas encore, mais j'informe donc les Mézières-Rois de cela. Donc nous allons accueillir prochainement deux nouvelles personnes au sein de la mairie qui vont remplacer des titulaires en poste, un directeur général des services et un directeur des services techniques. Donc les les 4 points que nous allons voter vont permettre de les accueillir de façon administrative, et il ne s'agit pas en état de création de poste à proprement parler, mais de création du poste dans la grille administrative de la commune, étant donné que les personnes actuellement en place n'avaient pas les grades identiques, et donc il nous faut les créer. Donc le premier point concerne la modification du tableau des effectifs, la création d'un poste d'attaché principal territorial. Donc je vais vous lire la délibération. Il a été procédé à un recrutement d'un nouveau directeur général des services par voie de mutation au 1er février 2021. Cette personne est titulaire du grade d'attaché principal et il est donc nécessaire de créer un poste d'attaché principal territorial pour pouvoir le nommer à ce poste. Le poste d'attaché territorial qu'occupait l'ancien DGS sera quant à lui supprimé dès que le comité technique se sera prononcé. Il est rappelé que la création des postes relève des compétences de l'Assemblée délibérante et la nomination des agents au poste créé des compétences de Monsieur le maire. Pour cette délibération, qui s'abstient? Oui, désolé Arnaud, ça c'est moi qui dois le faire. Pardon. Merci. Y a-t-il des questions en lien avec cette délibération? Oui, à moins que, parce que la question, en fait, concerne les deux recrutements. Hein, vous l'avez reçu, vous l'avez vu. Donc, on pourrait aussi bien la poser à l'issue de la deuxième présentation, non? Comme vous voulez, posez-la tout de suite, au moins c'est fait. Bon. Alors, on va commencer par le côté positif de cette proposition, puisque nous allons renforcer l'équipe d'encadrement de la mairie en prenant quelqu'un qui a un profil un petit peu supérieur sur le plan de la classification des emplois, et idem en ce qui concerne les services techniques, on peut en attendre un peu plus de technicité encore, et donc de ce côté-là, il faut s'en réjouir. Par contre, il nous semble que dans cette réflexion, il manque l'aspect financier, c'est-à-dire les incidences que vont avoir ces deux recrutements sur la masse salariale qui constitue, comme on le sait tous, quand même un poste important dans les dépenses de la mairie. Donc je voulais savoir tout simplement si ce point avait été mesuré, étudié, en pourcentage de la masse salariale, et quelle était l'incidence, et si incidence il y a, puisque nous sommes tous contraints et que cette dépense n'était pas prévue, est-ce qu'il y a des économies qui sont prévues en face? J'espère que ce ne sont pas des économies sur les rémunérations des autres collaborateurs de la mairie qui sont déjà en poste. Je
préférerais que ce soit des économies sur d'autres postes tels que les dépenses d'énergie, par exemple, dont vous nous avez déjà parlé et vis-à-vis duquel, je crois, vous avez des projets pour faire baisser le montant. Mais j'aimerais que la réflexion soit complète, en quelque sorte. Voilà. Alors, pour vous répondre, en effet, recrutant des personnes plus qualifiées que les personnes qui étaient en poste sera une incidence financière. Vous aurez correctement l'intégralité des chiffres dès lors où, rapidement, on va arriver sur le débat d'orientation budgétaire. Ceci va impacter non pas le budget 2020, mais 2021, que nous allons voter ensemble dans un mois. Donc vous aurez toutes les réponses à toutes ces questions dans ce cadre. Il est évident que économies seront faites, non pas, comme vous pouvez le présager ou facilement l'extrapoler, sur d'autres agents, puisque déjà, premièrement, nous ne pouvons pas le faire, ce serait illégal. On ne peut pas diminuer le salaire d'un agent territorial. Et par contre, en effet, il y aura des économies qui seront faites et vous le verrez dans l'élaboration du budget. Vous imaginez bien que nous n'avons pas recruté au doigt mouillé, si je puis dire. Maintenant, en effet, dans le cadre de la campagne électorale, nous avons aussi été extrêmement ambitieux sur les projets à Mézières. Nous avons des projets très sensibles comme la ZAC des Fontaines, et on pourra revenir tout à l'heure, je sais que vous avez des questions pour nous, tout comme le quartier de gare, tout comme des équipements publics à créer, tout comme des écoles à agrandir pour préparer les 30 prochaines années à Mézières. Il est évident que de s'entourer des meilleurs, c'est à mon sens préférable pour les habitants. Voilà. Surtout que vous le verrez dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, on ne parle pas non plus de sommes, même si vous pouvez avoir tendance à faire peur dans votre question, on parle de sommes dérisoires pour une commune comme la nôtre. Du coup, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité de créer un poste d'attaché principal territorial, la Commission Affaires Générales et Sécurité en date, d'ailleurs je n'ai pas la date, mais ça s'est réuni en 2021, il faudra le modifier, consulté, le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou la majorité, décide de créer un poste d'attaché principal territorial à temps complet à compter du 1er février 2021, dit que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Pinchot, Madame Nold, Monsieur Adichan et Madame Go. Merci. Point numéro 2, Monsieur Padelou, je vous laisse rapporter, s'il vous plaît. Donc, toujours dans la lignée, le point numéro 2 concerne la modification du tableau des effectifs avec la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services concernant la tranche des communes de 2 000 à 10 000 habitants. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Compte tenu du recrutement d'un nouveau directeur général des services, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services qui aura pour mission de diriger, sous l'autorité du maire, l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation. Il est donc proposé de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services à temps complet à compter du 1er février 2021. Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative au grade d'attaché principal territorial par voie de détachement. Enfin, l'agent détaché sur l'emploi de directeur général des services percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé. Il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et d'une NBI. Il pourra également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité RIFSEP. Y a-t-il des questions? Merci. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 34 et 53, vu le décret numéro 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
vu le décret numéro 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, vu le tableau des emplois, la Commission Affaires Générales et Sécurité, en date du 13 janvier 2021, consultée, le Conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, décide de créer un poste de directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants à temps complet à compter du 1er février 2021. Dit que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Pinchot, Madame Nold, Madame Gau et Monsieur Adichan. Merci. Le point numéro 3, Monsieur Padelot, je vous laisse le rapporter également. Merci. Le troisième point concerne la modification du tableau des effectifs avec la création d'un poste d'ingénieur principal territorial. Il a été également procédé au recrutement d'un nouveau directeur des services techniques au 1er février 2021. Cette personne est titulaire du grade d'ingénieur principal. Il est donc nécessaire de créer un poste d'ingénieur principal territorial pour pouvoir le nommer à ce poste. Le poste de technicien principal deuxième classe qu'occupait l'ancien DST sera quant à lui supprimé dès que le comité technique se sera prononcé. Merci, Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions? Non. Vu le Code général des collectivités territoriales considérant la nécessité de créer un poste d'ingénieur principal territorial, la Commission Affaires Générales et Sécurité du 13 janvier 2021 consultée, le Conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, décide de créer un poste d'ingénieur principal territorial à temps complet à compter du 1er février 2021, dit que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Pinchot, Madame Nold, Monsieur Adichan et Madame Gau. Merci. Le point 4, Monsieur Padelou, s'il vous plaît. Le dernier point de cette lignée, sur ce thème, mise en place du RIFSEC pour les cadres d'emploi des ingénieurs et techniciens. La commune, par délibération du 21 septembre 2017 et du 9 novembre 2017, a instauré le RIFSEP. Il s'agit du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les cadres d'emploi des attachés territoriaux, des rédacteurs, des adjoints administratifs, des adjoints d'animation, des animateurs, des adjoints du patrimoine, des ATSEM, des adjoints techniques et agents de maîtrise, et ce, en application des décrets 2014-513 du 20 mai 2014 et 2016-1916 du 27 septembre 2016 et des arrêtés correspondants. Le décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale permet le déploiement du RIFSEP pour les cadres d'emploi non éligibles en l'absence de publication des arrêtés d'adhésion concernant les corps homologues de la fonction publique d'État, dont les cadres d'emploi des techniciens et ingénieurs territoriaux de la filière technique. Afin que le poste d'ingénieur principal créé par la précédente délibération puisse bénéficier d'un régime indemnitaire, il est nécessaire de l'instaurer par délibération du conseil municipal. Il est précisé que l'attribution individuelle des primes relève des compétences exclusives et discrétionnaires de Monsieur le maire par arrêté individuel. Le comité technique a été saisi pour sa séance du 26 janvier pour avis. Les modalités de mise en œuvre du RIFSEP, les bénéficiaires, les plafonds et les conditions de versement sont détaillés dans la note de présentation 6 jointe numéro 4. Merci. Y a-t-il des questions? Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, vu le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précité, vu le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État,
Vu le décret numéro 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEP applicables au corps d'emploi de référence à l'état pris en l'application du décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014, vu la saisine du comité technique en date du 17 décembre 2020 pour la séance du 26 janvier 2021, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d'attribution des indemnités, il est proposé d'instituer un régime indemnitaire composé de 2 parts, selon les modalités ci-avant. La commission Affaires générales et sécurité, en date du 13 janvier 2021, ayant été consultée, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité ou à la majorité d'adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er février 2021. Les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité. La délibération relative au régime indemnitaire des techniciens territoriaux numéro 2017-41 du 9 décembre 2017 sera donc abrogée. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, Madame Noll, Monsieur Adichan et Madame Go. Merci. Alors, point suivant, c'est moi qui le rapporte. Donc, vous avez eu joint à la note de synthèse le pacte de gouvernance, du moins le projet de pacte de gouvernance qui sera voté en conseil communautaire, sur lequel les 73 communes de la communauté urbaine doivent émettre un avis. Donc je vous lis la délibération, sauf s'il y a des questions en amont. Monsieur Pinchot, allez-y. Oui, alors bon, il s'agit en fait d'un avis sur un document qui est assez normé, bordé, qui est standardisé. Il est prévu, ce n'est pas une initiative spontanée de la communauté urbaine, c'est quelque chose qui est prévu par la loi de décembre 2019. Donc, bon, a priori, voilà. Simplement, nous aimerions, à l'occasion de la diffusion de ce document, porter l'attention de l'ensemble des conseillers sur 2 choses. D'abord, le problème des économies d'échelle qui étaient attendues de ce regroupement de moyens. Parce que quand on fait des regroupements de moyens, on en attend des économies d'échelle. Et à ma connaissance, il n'est maintenant plus question, dans les objectifs de la communauté urbaine, de faire quelque économie que ce soit dans quelque domaine que ce soit. Ça ne figure nulle part dans cette charte. On sait qu'il va y avoir des échéances financières qui vont être difficiles pour cette communauté urbaine. Et une des raisons, à mon avis, pour laquelle ces économies ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'on a dû dépasser ce qu'on appelle en économie la taille optimale. Toutes les organisations, toutes les entreprises sont soumises à une loi qui tient à l'économie et à l'organisation, qui s'appelle la taille optimale. Tant qu'on a en dessous de cette taille optimale, on a des gains en termes de rendement, en termes de productivité, d'efficacité. Et puis quand on dépasse cette taille optimale, quand on est trop gros, trop grand, eh bien, on a les déséconomies d'échelle, on a les rendements décroissants. Et il me semble qu'il y a un problème de départ de cette communauté urbaine qui se vante, et c'est vrai, d'être la plus grande de France, c'est qu'elle a peut-être dépassé sa taille optimale et que si on fait un pacte de gouvernance, il risque d'y avoir justement des problèmes en termes de gouvernance du fait du dépassement de cette taille. Voilà les 2 bémols que nous souhaitons faire à l'occasion du vote de ce pacte. Alors, je vous remercie de votre petit cours sur le pacte de gouvernance, de l'obligation légale,
et surtout aussi comme vous l'avez écrit dans votre question, et je trouvais le terme pas mal, du big is beautiful, puisqu'en effet, vous le reconnaissez vous-même, certainement que la communauté urbaine est trop grande, trop importante, mais je me permets de vous rappeler, Monsieur Pinchot, que vous êtes partie de l'équipe qui avait adopté à la grande majorité, même l'unanimité, de créer cette communauté urbaine et d'y être intégré. Donc aujourd'hui, tout le monde n'était pas d'accord, mais effectivement, la loi de la majorité s'est imposée. Exactement. Alors effectivement, Big is Beautiful s'est dépassé, maintenant c'est la proximité, c'est le localisme. Donc je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a des économies à faire, mais il y en avait aussi bien avant, et c'est bien malheureusement l'ancien mandat qui a eu certainement les yeux plus gros que le ventre, puisque quand on inscrivait au budget d'investissement 136 millions, alors qu'on savait qu'on allait pouvoir en dépenser que 70, et que malgré tout on endettait et qu'on n'avait pas assez de fonctionnement pour le faire, voilà, clairement on aura l'occasion d'y revenir. J'étais en séminaire tout le week-end justement sur ce sujet, les finances de la communauté urbaine, et croyez bien que nous y sommes, en tout cas pour l'intégralité du nouvel exécutif, extrêmement vigilants, puisque aujourd'hui, pour ne rien à cacher à personne, et je ne l'ai pas caché pendant la campagne, la communauté urbaine, si rien n'est fait, dans 3 ans, elle est mise sous tutelle. Que les choses soient claires, les finances de la communauté urbaine vont extrêmement mal. Le pacte de gouvernance est là pour non pas donner les objectifs de la communauté urbaine, parce que sinon il ne ferait pas 12 pages, mais il en ferait 300. Il est là pour savoir comment fonctionnent les instances. Par exemple, la CLECT, par exemple la conférence des maires. On a pu voir dans l'ancien mandat que la conférence des maires, c'était tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas que des maires, il y avait des directeurs généraux des services, il y avait des adjoints, parfois des conseillers, parfois des DST. Le choix politique de la nouvelle gouvernance a été de dire que la conférence des maires, c'est la conférence des maires. Il n'y a que les maires. Ce qui permettra aussi de voir les maires absents. En tout cas, voilà, c'est le choix qui a été fait. Est-ce que j'ai répondu, enfin, si tant est qu'il y avait une question, mais... Oui. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que l'article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'après chaque renouvellement des conseils municipaux, le PCI inscrit à l'ordre du jour du conseil communautaire un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre le PCI et ses communes membres. Ce même article prévoit que le pacte de gouvernance doit être soumis pour approbation dans les 9 mois qui suivent la décision de l'élaborer après avis des conseils municipaux rendus dans un délai de 2 mois suivant sa notification. Par délibération du 17 juillet 2020, le conseil communautaire de Grand Paris Seine-et-Oise décide d'élaborer un pacte de gouvernance. Ce pacte a été notifié à la commune le 16 décembre 2020. Elle doit donc donner son avis dans un délai de 2 mois suivant cette notification. Le Code général des collectivités territoriales précise que le pacte de gouvernance peut porter sur, premièrement, les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L5211-57. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire. Troisièmement, les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. Quatrièmement, la création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leur mission. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L5211-40-1. Cinquièmement, la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'ils déterminent. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public. Sixièmement, les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien, courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services. Septièmement, les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services. Huitièmement, les objectifs à poursuivre en matière
d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public. Le pacte de gouvernance élaboré à la communauté urbaine s'articule de la façon suivante. Préambule, introduction, notre communauté et nos communes, un destin lié, des priorités pour les années à venir, partager avec les communes un pacte de gouvernance d'équilibre et de confiance. Grand 1, les principes fondateurs, une communauté urbaine est réunie autour des enjeux pour les habitants et leur territoire. 1.1, équité et confiance. 1.2, subsidiarité, solidarité et réciprocité. 1.3, complémentarité, coordination, partenariat. 1.4, communication, écoute, dialogue, transparence. Deuxième point, les leviers d'une gouvernance renforcée. 2.1, les élus, pivot de la gouvernance. 2.2, des instances décisionnelles plus opérantes. 2.2.1, les commissions. 2.2.2, le bureau communautaire et le conseil communautaire. 2.3, des espaces de réflexion, de dialogue, d'information et de débat diversifiés. 2.3.1, des ateliers pour poursuivre les débats des commissions. 2.3.2, la conférence des maires. 2.3.3, la conférence territoriale. 2.3.4, les rencontres bilatérales communes exécutives. 2.4, des outils pour mieux accompagner la gouvernance commune-communauté. 2.4.1, mieux informer sur l'action communautaire. 2.4.2, mieux accompagner les communes dans leurs relations aux administrés et usagers. 2.4.3, favoriser le regard objectif sur le couple commune-communauté. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à ce pacte de gouvernance. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-11-2, vu la délibération du 17 juillet 2020 du Conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise portant sur l'approbation du principe de l'élaboration d'un pacte de gouvernance communautaire entre la communauté urbaine et ses communes membres, considérant conformément à l'article L5211-11-2 du CGCT qu'en vue de l'adoption du pacte de gouvernance par la communauté, par le Conseil communautaire, un avis des conseils municipaux des communes membres doit être sollicité et rendu dans un délai de 2 mois après sa transmission. La commission Affaires générales et sécurité du 15 janvier 2021 ayant été consultée, le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou la majorité, décide d'émettre un avis favorable au projet de pacte de gouvernance annexé à la présente délibération, tel que transmis en date du 16 décembre 2020, décide de notifier la présente délibération à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nold, Monsieur Adichan, Madame Go. Merci. Donc le point 6 est un point d'urbanisme. Je vais laisser la parole à Madame Drouet, adjointe à l'urbanisme à l'environnement. Oui, bonsoir à tous. Donc, je vous propose ce soir d'approuver le compte-rendu annuel et financier de la ZAC des Fontaines proposé par Citalios pour les années 2019 et 2020. Conformément au traité de concession d'aménagement signé le 23 février 2017 et à l'article L300-5 du Code de l'urbanisme, Citalios remet annuellement à la commune un compte-rendu financier de l'opération comprenant en annexe le bilan prévisionnel actualisé des activités, qui fait apparaître d'une part l'état des réalisations en recettes et dépenses, et d'autre part l'estimation des recettes et dépenses à réaliser, le plan de trésorerie actualisé et un tableau des acquisitions et cessions immobilières. Comme l'a rappelé M. Fontaine tout à l'heure, compte tenu du contexte de l'année 2020, Citalios a demandé en fait un report de la remise du CRFA pour l'année 2019. Celui-ci est donc soumis au vote du conseil municipal et concerne donc les 2 années 2019 et 2020. Donc, le Code de l'urbanisme précise que dans les 3 mois à compter de la réception de ce rapport annuel et financier, le conseil municipal doit approuver ce compte-rendu par vote. Pour rappel, donc, la réalisation de la ZAC des Fontaines vise la création de 37 900 m² de SDP, de surface de plancher, sur une zone d'environ 8 hectares, qui est située à proximité du centre-bourg et de la rue nationale, en 3 phases qui sont indépendantes techniquement et financièrement. Donc, nous allons d'abord expliquer les actions qui ont été menées en 2019. Donc, en 2019, il y a eu la poursuite de toutes les études opérationnelles et réglementaires. En ce qui concerne les études opérationnelles, il s'agit des études de circulation et de stationnement, les études complémentaires des diagnostics faune et flore, ainsi que l'étude de programmation sur les logements qui a été réalisée par adéquation. Il y a eu l'élaboration du projet urbain par le groupement Urban Act, CETU, Transfert, Martin et Associés, finalisation du scénario de plan masse et élaboration des premières faisabilités, et l'élaboration du cahier des prescriptions architecturales urbaines et paysagères.
Il y a eu également, au cours de l'année 2019, l'élaboration du projet des espaces publics, élaboré en lien avec la ville, l'ACU. L'avant-projet global concernant les espaces publics de la ZAC des Fontaines a été présenté dans sa version définitive à l'ACU le 8 novembre 2018. En 2019, cet avant-projet a fait l'objet de compléments et de réunions avec l'ACU. Il y a eu également en 2019 la formalisation des dossiers réglementaires, donc les compléments à l'étude d'impact et l'élaboration du dossier de mise en compatibilité. Le dossier de réalisation de ZAC également, une première version du dossier qui a été soumis à la ville et à l'ACU. Également les dossiers d'autorisation environnementaux, à savoir la déclaration de la loi sur l'eau, les demandes de défrichement et la dérogation pour les espèces protégées. En 2019 a été également poursuivi le dossier de déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du PLU. En effet, dans l'éventualité où l'ensemble des négociations engagées par les PFIF avec les propriétaires n'aboutirait pas, une procédure de déclaration d'utilité publique, que l'on appelle DUP, a été mise en œuvre conjointement à l'enquête parcellaire. Ceci afin de permettre la maîtrise de l'ensemble du foncier qui est nécessaire au projet. La DUP et l'arrêté de cessibilité sont sollicités au profit de l'EPFIF en qualité de bénéficiaire de la procédure d'expropriation. Le dossier de DUP valant mise en compatibilité du PLU et comprenant l'enquête parcellaire a été déposé en préfecture le 6 février 2019. La MRAE, c'est-à-dire la mission régionale d'autorité environnementale, a remis son avis, elle, le 12 décembre 2019. Et la réunion par les personnes publiques associées portant sur la mise en compatibilité du PLU a eu lieu le 19 septembre 2019. En ce qui concerne la maîtrise foncière, donc en 2019 ont été acquises les parcelles D281, E344 et D317. Des comités techniques réunissant la ville, Citalios et les PFIF ont lieu régulièrement, tous les mois, afin de partager cette stratégie de maîtrise foncière. L'ensemble de ces études ont notamment fait l'objet de restitutions lors de comités de pilotage. Il y a eu un comité de pilotage le 5 septembre 2019 qui portait sur le foncier et la DUP. Il y a eu des points sur les procédures, la mise en compatibilité du PLU, PLUI, dossier de réalisation de ZAC, procédure environnementale, la commercialisation et le planning de la ZAC. Et il faut savoir qu'à compter de la période préélectorale, les comités de pilotage ont été suspendus. Maintenant, on va s'intéresser aux actions qui ont été menées en 2020. Donc, comme vous le savez, les élections ont conduit à l'installation d'une nouvelle équipe municipale. Et cette dernière a fait part à l'aménageur, Stalios, dès juin 2020, de sa volonté, premièrement, de modifier le programme de la phase 1 pour diminuer la constructibilité, et également de modifier le programme des équipements publics de la phase 1 pour intégrer la réalisation de la rue de Bellevue, qui était prévue à la base dans la phase 2. Pour faire suite à ces demandes, des études complémentaires ont été réalisées par Urbanact et par la maîtrise d'œuvre des espaces publics, afin d'étudier un nouveau scénario de plan masse. Et il a été nécessaire de réétudier forcément le bilan de l'opération et de rechercher des financements supplémentaires pour assurer l'équilibre. Il y a eu également la poursuite des études opérationnelles et réglementaires, donc l'élaboration du projet urbain. Il y a eu l'élaboration du projet d'espace public. Le groupement constitué de l'agence Urbanact, ATM, CETU, en charge de la mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics, a travaillé sur un nouveau phasage des espaces publics, puisqu'il a fallu intégrer l'aménagement de la rue de Bellevue, en phase 1. Il y a eu également le dossier de DUP valant mise en compatibilité du PLU. La procédure de DUP avait été engagée en parallèle à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, ce qu'on appelle le PLUI. Compte tenu de l'incompatibilité du projet de ZAC au PLU communal en vigueur au lancement de la procédure d'expropriation, il a été nécessaire d'inclure un volet de mise en compatibilité du PLU communal. Le PLUI ayant été approuvé le 16 janvier 2020 et entré en vigueur le 21 février 2020, le volet de mise en compatibilité est devenu sans objet. En 2020, il y a eu également la poursuite de la procédure de DUP. Comme vous le savez, il y a eu une enquête publique qui s'est déroulée du 12 décembre 2019 au 25 février 2020. C'était une enquête publique comprenant
l'ADP, la mise en compatibilité avec le PLU et le parcellaire correspondant. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 27 avril 2020, avec un avis favorable, 2 réserves et 7 recommandations, qui ont fait l'objet d'un mémoire en réponse par les PFIF le 4 août 2020. La commune a délibéré sur l'intérêt général du projet le 16 novembre 2020. En ce qui concerne la maîtrise foncière, en 2020, ont été acquises par les PFIF donc les parcelles D318, D332, D672 et D685. Également des comités techniques fonciers réunissant la ville, Citalios et les PFIF ont lieu tous les mois pour partager toujours la maîtrise foncière. Également, en 2020, il y a eu des demandes de subventions. L'opération de la ZAC des Fontaines a fait en effet l'objet de demandes de subventions près du département des Yvelines dans le cadre de l'appel à projet Prior qui a été lancé en 2015. Le département a émis un avis favorable sur le dossier qui s'est inscrit en phase 2 du programme de subvention Prior. Après un premier dossier déposé, l'AMO du département a analysé le second dossier courant 2020 et a validé sa participation à hauteur de 2 278 000 €. Il est prévu justement que la convention avec le conseil départemental des Yvelines soit signée au premier trimestre 2021. Nous travaillons dessus avec M. Fontaine. En 2020, il y a eu également l'élaboration des premiers permis de construire. Donc, les études se sont poursuivies, notamment pour le lot 1B-1, c'est un programme pour des logements sociaux. Également pour le lot 2-2, c'est le programme pour la résidence intergénérationnelle. Les actions qui sont prévues en 2020 sont les suivantes. Donc, poursuite toujours des études sur la base du projet modifié, notamment dossier de réalisation de ZAC, afin qu'il soit approuvé au cours du trimestre 2 de l'année 2021. Toujours élaboration des dossiers environnementaux, déclaration de la loi sur l'eau, demande de défrichement, dérogation pour les espèces protégées. Également l'élaboration du projet urbain pour la finalisation du cahier des prescriptions architecturales urbaines et paysagères, l'élaboration des fiches de l'eau, le suivi des études pour les permis de construire, l'élaboration de la phase projet du dossier des espaces publics, l'élaboration des premiers permis de construire et des demandes de subventions. Il est donc demandé ce soir au Conseil municipal d'approuver ce compte-rendu annuel et financier pour les 2 années 2019 et 2020. Merci Madame Drouet. Y a-t-il des questions? Oui. Je sais que oui. Oui, il y a une question. Bon, bah, c'est un peu une question de fond, parce que ce projet de ZAC des Fontaines, il a été annoncé comme ayant été modifié sensiblement par la nouvelle équipe. Mais la nature de ces évolutions du projet, elle reste quand même après avoir écouté attentivement, elle reste quand même un peu obscure et on n'a que peu d'informations sur le sujet. Or, un projet avec l'aménageur Citalios, il est décrit dans un document contractuel très officiel. C'est le traité de concession d'aménagement, TCA, qui a été signé par la précédente équipe municipale en 2016 et qui engage la mairie comme partenaire du projet. Compte tenu que M. Fontaine, à l'époque conseiller municipal, avait voté contre ce TCA lors du conseil municipal du 3 novembre 2016, compte tenu que lors de la campagne électorale, promesse a été faite de revoir ce traité pour diminuer sensiblement le nombre de logements construits, nous nous posons les questions suivantes. Est-ce qu'il y a eu un courrier qui a été échangé entre la mairie et Citalios? Est-ce que vous pouvez nous transmettre et faire prendre connaissance à l'ensemble du conseil municipal de la nature de ce courrier qui doit normalement l'informer de ce changement d'orientation? Ce qui nous intéresse aussi, c'est la réponse que Citalios a pu faire à cette demande d'évolution du TCA. Est-ce que le traité de concession d'aménagement a fait l'objet d'un avenant, comme ça semble naturel?
Si oui, nous n'en avons pas connaissance. Est-ce que nous pourrions en avoir communication? Et puis, ce serait bien quand même d'énoncer clairement devant les élus du conseil municipal quels sont les points précis du projet initial que vous souhaitez modifier et quelles sont les raisons qui vous ont amené à faire ces demandes de modification. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel sera l'impact financier de ce nouveau projet et quelles seront les conséquences budgétaires? On les a évoquées, mais sans précision quand même, hein. Et pouvez-vous enfin nous dire quels seront les retards provoqués par ces modifications sur le déroulement prévu des études? Bon, ça a été aussi un petit peu évoqué, mais sans grande précision. Alors ça, c'est la question de principe. Mais je vais passer la parole, si vous le permettez, à Madame Nold, qui va poser des questions plus dans le détail de ce qui est dans le rapport. Oui, vous dites que vous faites des logements dans la zone 1B1, logements sociaux, 2-2, résidences intergénérationnelles. Ma question est la suivante. Cette phase 1 concerne tous les lots qui figurent sur le plan, parce que leur plan qui a été fourni et qui est dans l'état de Citalios, on ne voit pas quel lot va être construit et dans quel laps de temps. Parce que là, il n'y a pas de projection du tout de ce plan, ce qui aurait quand même été important pour la connaissance, porter ça à la connaissance des habitants. Est-ce que vous pouvez me répondre sur ce point? Est-ce que tous les lots qui figurent sur le plan, c'est-à-dire des entrepôts Lortie jusqu'à la rue de Bellevue, toute cette zone sera construite ou pas? Dans la phase 1. Allez-y, je répondrai à tout d'un coup, ne vous inquiétez non, pas. Non, je préférais au fur et à mesure que vous me répondiez. Vous pouvez me répondre sur ce point. Là, il y a un plan, on n'a que 2 petites zones que vous déterminez comme qui vont être construites tout de suite, mais par contre, il y a plein d'autres lots qui étaient déjà comprises dans la phase 1, mais je voudrais savoir s'ils sont construits dans cette phase 1. Alors je ne comprends pas, Madame Noll, parce que vous avez été élue pendant 6 ans. Oui, mais je veux la précision pour les habitants, pas forcément que pour moi, Monsieur Fontaine. Savez-vous ce que nous votons ce soir? Oui. Avez-vous bien compris? Oui. C'est vrai que si vous étiez venu lors de la commission à laquelle on vous a attendu 15 minutes, parce que vous n'avez pas jugé utile de vous excuser, vous auriez peut-être compris. Nous votons le compte-rendu financier. En aucun cas, nous votons le dossier de réalisation. Non, mais on vote quand même quelque chose, et puisque vous nous avez fourni un plan, et pas seulement que le compte-rendu financier, ça amène des questions qui sont légitimes, je pense. Mais on vote le compte-rendu financier de Citalios qui, comme vous l'avez voté tous les ans, vous aussi, qui justifie le pourquoi de leurs dépenses, qui justifie leur tableau, etc. etc. On ne vote pas le dossier de réalisation. Le dossier de réalisation, et en même temps, je vais répondre à M. Pinchot, le dossier de réalisation, il sera finalisé aussi avec les habitants. Je pense que vous avez vu dans le compte-rendu financier, on a été chercher un peu plus d'argent au département, même beaucoup plus, et je leur remercie de cette grande générosité, puisque commande politique il y a eu, vu campagne il y a eu. Et si vous voulez savoir véritablement ce qui va être intégré à cette nouvelle ZAC, il suffit de regarder notre programme. Qu'est-ce que nous avions mis dans notre programme? Je pense que tout le monde ici s'en rappelle. Limiter la construction en phase 1 à 250 logements, et création d'un parc paysager qui nous permettra promenade et valorisation de la biodiversité. C'est ce que nous mettrons, nous nous y sommes engagés, et nous le mettrons dans le cadre du dossier de réalisation. Dossier de réalisation qui sera aussi présenté en réunion publique dès que la Covid nous le permettra. Je l'espérais en premier trimestre, j'y crois un peu moins. Je l'espère réellement au premier semestre 2021. Et dossier de réalisation que nous devrons voter, je l'espère aussi avant l'été. Donc c'est ça que vous avez mis dans le courrier à Citalios, alors? Alors, il n'y a pas eu de courrier à Citalios.
Nous avons été élus le 25 mai. Dès début juin, Citalios était en mairie. Nous avons enchaîné avec Madame Drouet quasiment une réunion toutes les semaines. Nous avons très largement travaillé puisque dès la campagne, vous aviez dit que nous allons endetter très lourdement avec un projet totalement farfelu et ambitieux. Eh bien, je vous rassure aussi en répondant à votre question, puisque notre programme électoral n'aura aucun impact plus négatif que ce que vous aviez prévu. Nous ne dépenserons pas plus que vous aviez prévu en faisant plus de 100 logements en moins. Donc, il n'y a pas eu d'avenant Non. au traité de concession d'aménagement. Non, Donc, c'est le même traité de concession d'aménagement. pour l'instant, il D'accord. n'y a pas eu d'avenant. Laissez le dossier de réalisation se faire. Ok. Aujourd'hui, on vote un compte-rendu financier, on vote les dépenses Donc, de Citalios. Je me permets de dire que ce sont donc des modifications à la marge. Eh bien, vous verrez ça. Aujourd'hui, vous croyez Mais certainement que le sans département doute, nous a donné plus d'1,5 million en plus de ce qui était prévu pour une modification à la marge. Réellement. Non, mais... Donc, vous extrapolez, vous ambitionnez non, mais, que, attendez. vous faites peur, mais vous Mais verrez. Je ne cherche pas à faire peur, je cherche à Pas peur de faire comprendre. peur, on pose des questions. Je cherche à comprendre parce Je sais que quand on a un traité qui est signé avec un partenaire, il y a un contenu dans ce traité. Soit on fait le contenu du traité, et puis si on le modifie, on peut faire un avenant. C'est pas du tout interdit et ça fait peur à personne. Hein, c'est Non, mais- naturel. Si on Mais- veut modifier le phasage, par exemple, je vois où vous voulez en venir. Oui. Si on veut modifier le phasage, on aurait pu. Mais ça veut dire repartir à zéro et repartir avec 10 ans d'études, re-enquête publique, re-machin, re-bidule. Oui, c'est Nous, pour no- ça que j'ai posé la question des retards. Nous, notre choix, le traité de concession, il est fait avec un équilibre financier, M. Pinchot. Dès lors où l'aménageur, on lui apporte son équilibre financier, que vous fassiez 100 logements, 200, 300, 600, lui, il s'en fout. Ce qu'il apporte, c'est l'équilibre financier. Donc, on a diminué de plus de 100 logements. C'était écrit dans notre programme. Les gens nous ont élus pour ça. Ils nous ont élus pour réaliser ça. Et j'ai demandé à Citalios de respecter cet engagement politique. Ils m'ont dit « Ok, mais il nous faut 1,5 million de plus ». J'ai dit au département « Aidez-nous ». Et le département a abondé à 2,3 millions. Et le département vous a donné ça sans sourciller, sans aucun problème. Il n'y a aucune compensation à cette demande à cette donation très généreuse. Encore une fois, vous étiez élu. Parce que Encore ça une me fois, paraissait, c'est pas forcément des gens hyper généreux quand même, hein, en général. Parce que quand même, le nombre de constructions permettait de faire des équipements publics. nous les ferons. 400 mètres carrés d'équipements publics Nous en ferons 500. et 500 de commerce. Toujours. Mais par contre, il y a quand même une différence, c'est que vous intégrez la phase 2, qui n'était pas du tout prévue. Nuance. On intègre. Allez-y. Nuance, si vous savez lire. Je vois que vous avez un peu de mal quand même. Oui, mais Un peu comme dans le règlement intérieur. Vous savez. Il n'y a que vous qui êtes intelligent, sûrement. Lisez bien, dans le compte-rendu financier, il est écrit qu'on a modifié uniquement la phase 1 en y intégrant l'intégralité de la voirie de la rue de Bellevue, chose que vous avez mis dans la phase 2. Étant donné que nous, notre choix, c'est de dire la ZAC, elle peut s'arrêter après la phase 1, il était une hérésie totale que de faire une partie des voiries et de laisser le chemin de Bellevue. Ce qui nous aurait obligé à faire une phase 2 ou 3. Vous voyez un peu l'intelligence qui a Donc, pu... ça veut dire que la phase 2, c'est-à-dire le grand pré qui est au milieu de la phase 1, que l'on contourne quand on va à l'ancienne mairie, cette zone-là n'est pas construite dans ce que vous prévoyez. Ben, la phase 2, à aujourd'hui, elle n'est pas construite. Et là, vous vous engagez à ne construire ni la phase 2 ni la phase 3. Non, mais je ne serai plus là. Oui, mais vous êtes là en ce moment. Ça, ce sera en 2027, 2028, 2029, Madame Nold. Oui, mais est-ce que vous prenez cet engagement de ne pas construire la phase 2 et la phase 3 ? Je n'ai pas d'engagement à prendre sur le sujet. La concession prend fin à la phase 1. Il sera de la responsabilité du futur exécutif, et je pense qu'on a beaucoup de travail avant cela, que de décider, et on verra en 2026 ce qui se passera, s'il doit y avoir phase 2 ou phase 3. En tout cas, mon équipe et moi-même, on s'est arrangé pour que si phase 2, il n'y est pas, toutes les voiries seront financées en phase 1. D'accord. Voilà. Par contre, est-ce que vous pouvez nous préciser la surface au plancher ? Parce qu'un nombre de logements
si c'est des F4 ou des F5, ça n'a pas... Bah, c'est comme ça, c'est des surfaces de plancher. Enfin, on verra si c'est des F5 ou des F4 ou des T3. Ça va dépendre aussi des fiches de l'eau, ça va dépendre de la résidence intergénérationnelle. Oui, mais ça a quand même un impact sur le nombre de logements. Oui, mais Si- encore une fois, Madame Noll, on vote le compte-rendu financier. Le dossier de réalisation va arriver. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On ne va pas faire une commission urbanisme en conseil municipal. Vous viendrez, je l'espère, quand on parlera en commission urbanisme de ce dossier de réalisation. Écoutez, Monsieur Fontaine, je ne vais pas vous raconter ma vie. J'ai été malade une semaine au Ah, début mais d'accord. janvier et j'ai été malade juste au moment de partir pour cette réunion. Donc, D'accord. c'est pour ça que je n'ai pas assisté. On ne peut pas toujours être au top et il y a quand même là en ce moment avec le Covid des précautions à prendre. C'est ce que j'ai fait. D'accord, j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le maire, moi je voulais juste poser une petite question sur la page 10, ligne 4, les actions menées en 2020. Il y a une phrase, la dernière phrase. Il a été nécessaire de réétudier le bilan de l'opération et de rechercher les financements supplémentaires afin d'en assurer son équilibre. Vous m'avez dit, parce qu'attendez, du coup j'étais perdu là, tac. Page 10. Ah, il n'y a pas de point 10. Mais... Ah oui, il a été nécessaire de réétudier le bilan de l'opération et de rechercher des financements supplémentaires. Bah oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. C'est que, étant donné qu'on a diminué le nombre de logements, étant donné qu'on a exigé que le chemin de Bellevue soit fait intégralement en phase 1 et pas en phase 2, ça coûtait plus cher. Donc Citalios nous a dit, si on ne veut pas amender l'avenant, enfin faire un avenant et puis demander à la commune de l'argent, il faut aller chercher des financements. Donc, il y a un dispositif au département, et je vous rassure que personne ne m'a fait de cadeau parce que je suis bien aimé ou peu importe, ça s'appelle Prior. Et le Prior, il est fait pour aider les communes qui sont carencées en logement social, de manière à équilibrer les zones d'aménagement qui ont été prévues à cet effet. Donc, j'ai montré au département que nous étions favorables à la création de logements dans cette ZAC des Fontaines. Nous ne voulions pas arrêter pour, bêtement ou nous étions favorables à cela, tout comme nous le serons dans le cadre du quartier de gare. Mais qu'étant donné que nous sommes en centre-bourg, nous avions un programme politique ambitieux de pouvoir y créer un petit parc pour aller s'y promener, enfin même un beau parc pour aller s'y promener, faire un peu de sport, etc., etc. Du coup, évidemment, ça a un impact sur l'équilibre budgétaire. Je lui ai demandé que dans ce cadre, avec Prior, il puisse abonder les quelques millions qui nous manquaient. Chose qui a été validée en bureau départemental. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui concerne la commune, hormis l'équipement public, et du coup, au lieu de 400, ce sera 500, et vous verrez dans le dossier de réalisation ce qu'on y prévoit. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L300-5, vu la délibération du Conseil municipal du 25 novembre 2013 créant la ZAC des Fontaines, vu la délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2013 engageant la procédure de consultation en vue de désigner le concessionnaire de la ZAC des Fontaines, vu les délibérations du Conseil municipal du 3 novembre 2016 décidant de concéder l'aménagement de la ZAC des Fontaines à la société Citalios, vu le traité de concession d'aménagement signé le 23 février 2017, vu le compte-rendu financier annuel 2019-2020 de Citalios annexé à la présente délibération, considérant la nécessité d'approuver le compte-rendu annuel et financier des années 2019 et 2020, conformément à l'article L300-5 du Code de l'urbanisme et au traité de concession d'aménagement, la commission urbanisme et environnement en date du 15 janvier 2021 ayant été consultée, le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou la majorité, approuve le compte-rendu financier annuel au titre des années 2019-2020 relatif à la ZAC des Fontaines, annexé à la présente délibération, comprenant notamment un bilan financier prévisionnel, actualisé, le bilan des acquisitions et cessions et le plan de trésorerie actualisé. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération prise à l'unanimité. Nous votons pour, puisque le projet n'a pas été changé. Et c'est toujours le même traité de concession d'aménagement. Très bien. Eh bien, j'espère que vous voterez pour le projet, en tout cas qui va arriver
assez rapidement, je l'espère, ce dossier de réalisation, puisque vous verrez qu'il aura été changé sensiblement et qui, en plus, respecteront la commande politique de près de 66% des habitants. Passons au point divers. Monsieur Pinchot, je vous laisse la parole. Il me semble que vous aviez 2 points à aborder. Oui. Alors, je voulais faire une... J'avais une demande, mais je crois qui... Pardon. J'avais une demande, mais je crois qui est classique à l'approche des débats budgétaires, c'est de demander, conformément justement à un nouvel article qui a été inclus dans le Code général des collectivités territoriales par la fameuse loi du 27 décembre 2019 sur la transparence, c'est l'état de l'ensemble des indemnités perçues par les élus municipaux. Bon, ça c'est une demande qui, je crois, va devenir classique chaque année. Et puis, il y avait aussi une suggestion concernant la lutte contre la participation que peut avoir une municipalité dans la lutte contre le Covid-19 à travers l'analyse virale des eaux usées. Donc je veux pas, j'ai un dossier sur le sujet, et si ça intéresse, comme c'est assez technique, si ça intéresse d'autres élus, il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous le ferai parvenir. Il apparaît que si nous voulons avoir une action de prévention précoce, nous pourrions mettre en place, alors peut-être pas la municipalité, bien entendu, ce n'est pas toute seule, mais avec les autorités sanitaires locales et peut-être avec EPON ou avec d'autres communes avoisinantes, nous pourrions analyser ou faire analyser les eaux usées qui sont acheminées par le réseau d'assainissement, qui sont traitées dans les stations d'épuration, et l'analyse des charges virales qu'elles contiennent est un indicateur précis qui permet de cartographier de façon assez fine la circulation du virus sur un territoire donné. C'est un nouveau procédé qui est en train de se développer, qui s'est développé à Lyon, à Marseille. Bon, je pourrais vous donner encore une fois des détails, mais je ne pense pas que ce soit le lieu ce soir de le faire. En tout cas, il me semble que nous pourrions prendre l'initiative, compte tenu en plus des incertitudes que nous apportent les variants de ce virus, nous pourrions peut-être prendre des contacts pour que ces procédures soient prêtes à être utilisées en cas de besoin, s'il y avait une recrudescence particulière de l'épidémie dans notre commune et aux alentours, ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Voilà, c'était une suggestion et donc, encore une fois, je me tiens à la disposition pour fournir des documents complémentaires du dossier que je détiens. Bien, merci M. Pinchot. Donc, pour répondre à votre première question, en ce qui concerne l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, la transparence des élus, bien évidemment, dans le cadre de l'élaboration du budget, vous aurez l'intégralité des indemnités perçues par les élus. Quand je dis indemnité, c'est indemnité au conseil municipal, ainsi que dans toutes les instances intercommunales. Donc vous l'aurez. Je ne l'ai pas sorti ce soir, puisqu'on va le voir dans un mois, mais vous aurez l'intégralité de toutes les indemnités. Et elles seront publiques, mises sur le site internet de la commune, etc., etc. Quant à votre demande, ou en tout cas votre sollicitation sur les eaux d'assainissement et les tests qu'on pourrait mettre pour recenser l'épidémie Covid-19, il ne vous aura pas échappé que la compétence assainissement, elle n'est plus communale, elle est communautaire. Nous ne pouvons pas le faire, nous n'en avons pas le droit.
J'ai pu voir, du coup, dans votre demande, si tests avaient été faits, si vous pouviez les avoir, etc. Peut-être ils ont été faits. On a posé la question à la communauté urbaine. J'en ai pas encore eu la réponse, puisqu'on a eu votre question vendredi. Si j'ai une réponse, je vous l'enverrai. À défaut, vous pouvez aussi contacter la communauté urbaine, contacter aussi le vice-président en charge de la compétence GEMAPI, la compétence de l'eau, qui est Gilles Lécole, le maire d'Aubergenville, puisque ça n'est pas de ma compétence. Mais voilà, je pense qu'ils l'ont fait, ou peut-être qu'ils vont le faire. Mais nous, on ne peut pas le mettre en place pour la simple et bonne raison, non seulement qu'on n'a plus la compétence, mais si on met ce genre de choses en place, on va payer. Et le trésorier public peut refuser la facture, étant donné, il peut dire, je ne vois pas pourquoi vous avez fait ce genre de test, vous n'avez pas la compétence au assainissement. Non, mais j'avais bien l'idée que ce n'était pas la commune toute seule qui pouvait... Par contre, je sais que vous êtes vice-président de la communauté urbaine, donc oui, c'est peut-être quelque chose à suggérer. Même non chargé de l'eau, c'est quelque chose peut-être à suggérer si la situation s'aggravait. Ce serait bien qu'on ne soit pas en retard par rapport à des regroupements des communautés urbaines autour de nous qui peut-être vont commencer. En tout cas, on a posé la question. Je vous avoue que l'idée m'était pas venue avant de recevoir votre question. J'ai pu voir aussi, comme vous, sur TF1 ou d'autres chaînes, que ça se faisait dans les grandes métropoles. On verra la réponse qu'on aura et si la communauté urbaine a pris le taureau par les cornes. Mais je pense qu'ils ont dû le faire, étant donné que notre territoire est quand même avant-gardiste et sur les tests, dépistage, et sur la vaccination. Donc voilà, je fais confiance aux autres vice-présidents de la communauté urbaine qui sont tout aussi actifs que moi, je pense. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Monsieur Fontaine, tout à l'heure, vous avez évoqué la ZAC de la gare. Vous deviez revenir sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la réunion de concertation qui a été faite en vidéo jeudi soir ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que la réunion de concertation ? Enfin, je pense que une grande partie du conseil municipal y était, les habitants y étaient. Il a été évoqué un élargissement dans le centre-bourg de l'orientation du PLUI dans le cadre d'un recadrage des projets privés avec une OAP importante. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est cet élargissement et le périmètre de l'élargissement, ainsi que des constructions qui se feront le long de la CD 113 dans un temps assez lointain, mais qui est quand même dans une prévision. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce qui est marrant, c'est comment vous tournez les phrases pour faire peur aux gens. Mais je vais quand même les rassurer. Je ne fais pas peur aux gens, c'est ce que j'ai ressenti, donc je l'exprime à ma façon. Elle n'est peut-être pas très protocolaire, mais voilà, c'est tout. Quand on m'a présenté le projet de quartier de gare, et avec Guy Muller, mon voisin, on a travaillé en comité de pilotage sur le sujet, j'ai dit à GPSO ainsi qu'au département, attention, puisque aujourd'hui le périmètre de ce quartier de gare est sur la RD 113, mais quand je vois ce qui s'est fait de l'autre côté, pour ne pas citer par exemple à Épône, j'ai bien peur que dès lors où on va lancer la concertation et le quartier de gare, il y aura de spéculation financière sur tout le côté de Mézières. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est inévitable. Ce pourquoi j'ai proposé à mon collègue Guy Muller d'agrandir ce périmètre et de le proposer dans la concertation, ce qui nous permettra de maîtriser le foncier et d'éviter l'inflation. Si demain un promoteur venait voir des habitants de Fond-de-Jardin à la D113, on sera en capacité de lui dire d'une part non, et d'autre part, si le propriétaire veut à tout prix vendre, on sera en capacité de l'acheter, puisqu'on pourra le préempter, pardon. Donc c'est pour maîtriser notre foncier, de manière à ne pas se retrouver avec des écoles saturées et de ne pas maîtriser les besoins d'équipement public. Voilà. Mais
ce qui était indiqué sur le plan, l'élargissement est très large. Il ne concerne pas que la bordure de la CD 113. Ah, mais ça, c'est... le truc le plus simple, c'était... ce qu'on s'est dit, c'est de prendre tous ceux qui sont rue de la Vallée jusqu'au cimetière. Parce qu'on ne va pas prendre des fonds de jardin, on va toujours trouver un petit malin qui va nous faire un petit permis d'aménagement pour raser sa maison avec une petite ruelle qui va donner... l'idée, c'est de casser tout malin qui voudrait vendre uniquement du côté de la rue de la Vallée pour avoir un petit truc d'accès. L'idée, c'est de dire tout ce lot-là, c'est en OAP. Chaque propriétaire reste propriétaire, mais venez pas nous voir avec des projets pour faire 50 logements, 60 logements, pour raser des maisons. Parce que si on ne fait rien, en tout cas si cette idée d'agrandir cette zone d'intérêt communautaire, appelée une OAP, n'était pas faite, soyez tous conscients que tout propriétaire comme on est, un promoteur vient vous voir, votre pavillon il en vaut 300, on va vous en donner 400, et puis on va faire 20 logements parce que ça correspond au PLUI, la mairie elle va passer son temps à aller au tribunal et pour éviter qu'il y ait des permis qui se fassent n'importe comment. L'idée de faire une OAP, c'est justement de dire aux habitants, si vous voulez vendre, ok, on préemptera. Mais on veut à tout prix avoir la maîtrise foncière de notre commune. Dans votre programme, vous vouliez maîtriser l'urbanisme et la qualité de vie en mettant des immeubles tout le long de la CD 113. Non, mais... c'est pas une qualité de vie. Madame Nold, est-ce que je viens de dire ça? Oui, ça sera quand même comme à Épône, ponctuel. Mais oui, Madame Nold, ça sera comme à Épône. Oui, Madame Nold. On peut pas dire que c'est très joli et que ça ferait une unité aussi, parce que là on est en train de nous dire qu'on va mettre des petits immeubles pour que ça fasse le pendant avec le nouveau quartier de gare. Bon, je suis un peu limite moi sur cette opinion. Vous me faites rire, Madame Nold, parce que vous êtes limite de tout, mais vous avez créé, signé le protocole avec Citalios pour faire 350 logements sur une phase 1. Mon prédécesseur a aussi très largement travaillé sur le quartier de gare, avec une convention qui avait été signée avec Epon in extremis en novembre 2019. Et là, aujourd'hui, vous venez me donner des leçons. C'est une blague, Madame Nold. J'étais simple... oui, simple. Comment ça s'appelle, conseillers municipaux comme vous. Aviez-vous des informations sur le quartier de gare, monsieur? Non, mais vous étiez dans la majorité, ça change tout. J'avais pas les informations. Oui. Pas d'autres questions? Monsieur le maire, je voulais vous poser juste une question. Oui. Il y a un débat en ce moment concernant le collège. Oui. Et je voulais savoir au conseil municipal votre avis là-dessus. Est-ce que ça va toucher nos enfants ou non? Alors, je l'ai dit aux parents d'élèves, je l'ai dit aussi à mon collègue Guy Muller, conseiller départemental, je l'ai dit à Pierre Bédier. Aujourd'hui, la sectorisation ne touche pas Mézières et ne touchera pas Mézières, ou du moins, sinon j'agirai en conséquence pour défendre les Méziérois. Aujourd'hui, la priorité, c'est de comprendre ces parents d'élèves qui sont malgré tout dans une impasse. Et je pense que mon collègue Guy Muller les a compris. C'est d'essayer de voir avec Cécile Dumoulin les solutions alternatives à ce qui puisse rester sur Épône. Et surtout rapidement, mais je pense que le président du département nous a déjà un peu rassurés sur le sujet, rapidement annoncer la construction d'un nouveau collège pour une inauguration en 2023 ou en 2024. Donc aujourd'hui, si votre question est est-ce que Mézières sera impacté par la sectorisation, la réponse est non. Et je m'en suis assuré. Après, voilà, je suis ouvert et comme je l'ai dit aussi dans la presse, je m'associe à mon collègue Guy Muller et je me tiens à disposition du département pour travailler sur le sujet d'un nouveau collège. Parce qu'il le faudra davantage dans les 2-3 prochaines années, puisque dans le cadre de la loi SRU, la ville d'Épône construit, la ville de Mézières construit, la ville de La Falaise construit. C'est évident qu'il nous faut un collège 800-900 places pour les 10-15 prochaines années. C'est évident. Et de toute façon, ça fait 10 ans qu'il nous faut un collège, donc faisons-le rapidement. Voilà. Et vous êtes pour le projet de la gare, le collège à la gare ou pas? Dans le quartier de gare?
J'en ai parlé à Guy Muller, j'en ai parlé aussi au président du département. J'en ferai pas un combat politique de savoir si ça doit être à la gare ou ailleurs. J'ai dit pourvu qu'il soit annoncé rapidement, pourvu qu'il soit confortable pour nos collégiens. Après, que ce soit dans le Haut-de-Mézières, que ce soit à côté ou à la place du collège existant, ou que ce soit dans le quartier de gare, il y a du plus, il y a du moins. Je trouve personnellement, et Guy Muller, je lui ai dit qu'il y a davantage de points positifs de le mettre dans la gare, mais les points négatifs que lui décèle, comme le bruit, la proximité avec la 13, etc., sont tout à fait entendables. Faisons un nouveau collège. Où qu'il soit, faisons un nouveau collège. Voilà ce que je vous répondrai. Vous n'avez pas d'avis sur l'endroit? Non, il y a des avis divergents. Je vous dis, moi je suis très pragmatique. Vous savez, M. Adichan, quand j'ai un sujet, je fais mon petit tableau, mes plus, mes moins. Et puis, enfin voilà, et là sur le collège quartier de gare, personnellement je trouve qu'il y a plus de plus. Mais c'est vrai que les moins peuvent parfois contrebalancer certains plus. Donc bon, si le conseil départemental, et en l'occurrence Guy Muller, mon maire voisin, est conseiller départemental, s'ils ont envie de le faire, ben, ils le feront. Voilà, le principal c'est qu'on ait un nouveau collège et rapidement. Je voulais en parler ce soir parce que c'est un sujet important quand même. Ah oui, mais c'est un sujet totalement important, mais le président Bédier l'a dit, théoriquement il devrait annoncer les choses fin de ce mois-ci ou le mois prochain. Merci, monsieur le maire. Pas de souci. C'est bon pour tout le monde? Conseil municipal clos, merci à tous et bonne soirée.